La jeune femme de la campagne a aidé une dame évanouie dans l'ascenseur sans savoir qu'elle était la propriétaire de l'immeuble. Jours plus tard, elle a failli s'évanouir en lisant la lettre qu'elle a reçue. Camille descendit du train avec une valise usée, le regard encore imprégné de la lumière grise de Lyon. Elle avait 27 ans, mais les années semblèrent l'avoir frôlée avec une douceur cruelle. Un visage fin, des yeux profonds, toujours en quête de quelque chose de meilleur, et cette posture droite, presque fière, qui trahissait la résilience plus que la confiance. Elle n'était pas venue à Paris pour briller, elle était venue pour recommencer. Le 7e arrondissement ne figurait pas dans ses projets initiaux. Elle avait songé à des quartiers plus modestes, à des chambres partagées peut-être, mais le hasard, ou ce que certains appellent le destin, l'avait conduite devant cet immeuble ancien de la rue de Grenelle, un bâtiment de 6 étages, aux murs fatigués mais encore élégants, orné de balcons en fer forgé et de moulures usées par le temps. Elle avait trouvé l'annonce sur un tableau communautaire de la gare de Lyon, griffonné à la main. Studio à louer, modeste, calme, pour personne sérieuse. Le prix défiait toute logique parisienne. Elle avait appelé. Une voix froide avait simplement dit « Venez demain matin avec vos papiers ». Le lendemain, Camille visitait l'endroit. Un 30 mètres carrés sous les toits, avec un velu qui grinçait et une petite cuisine intégrée. Mais il y avait du silence. Et le silence, après des années de tumulte émotionnel, valait de l'or. Elle signa. Depuis, elle vivait là, entre des cartons jamais vraiment vidés, un matelas au sol et l'odeur persistante de vieilles peintures. Elle n'avait pas d'emploi fixe. Depuis son arrivée, elle vivotait grâce à des missions d'intérim. Serveuse dans un café du Marais, hôtesse d'accueil dans un salon événementiel à Porte de Versailles, parfois baby-sitter pour une famille aisée du 15e arrondissement. Mais elle ne se plaignait pas. Chaque jour, elle griffonnait des recettes dans un carnet noir. Brioches fourrées à la lavande, madeleines infusées au thé blanc, tartes aux figues rôties au miel de châtaignier. Son rêve, elle le portait en secret. Ouvrir un jour sa propre pâtisserie, un lieu chaleureux où les gens pourraient goûter à la tendresse qu'elle mettait dans chaque pâte, chaque ganache. Son appartement était sommaire, mais chaque détail révélait quelque chose d'elle. Des livres sur les étagères branlantes, des boîtes à thé rangées avec soin, un vieux tourne-disque chiné aux puces et un cadre discret contenant une photo d'elle enfant, entre ses parents disparus. Elle ne parlait pas souvent de ce passé, trop chargé pour être évoqué à la légère. Sa mère était morte d'un cancer alors que Camille avait 15 ans, et son père était décédé 2 ans plus tard dans un accident de voiture. Depuis, elle s'était construite seule, pas dans l'orgueil, mais dans une volonté calme de ne dépendre de personne. Le voisinage, elle le connaissait peu. L'immeuble semblait peuplé de fantômes discrets, une vieille dame au premier qui sortait rarement, un couple d'expatriés américains au 3e, un avocat solitaire au 5e. Camille croisait les gens dans l'escalier ou à la boîte aux lettres, échangeait des sourires polis, mais rien de plus. Elle respectait les silences. Ils étaient parfois plus éloquents que 1000 mots. Ce matin-là, elle s'était réveillée à 6h30. Une entrevue l'attendait à 9h dans une petite boutique de pâtisserie du 6e arrondissement. Elle avait préparé son dossier, remis un peu de poudre sur ses joues, coiffé ses cheveux châtains avec soin. Elle n'attendait pas grand-chose, mais elle y allait toujours avec l'espoir silencieux que cette fois, peut-être, ce serait différent. Elle referma la porte à clé, descendit les escaliers jusqu'au 3e, puis appuya sur le bouton de l'ascenseur. Il était lent, souvent capricieux, mais ce matin-là, il arriva sans un bruit. Elle entra dans la cabine. Il y faisait un peu froid. Le miroir du fond était fendu dans un coin, et l'ampoule clignotait faiblement. Elle descendait jusqu'au rez-de-chaussée quand, soudain, l'ascenseur s'arrêta brutalement au 2e étage. Les portes s'ouvrirent. Une vieille dame entra, élégante malgré son grand âge. Elle portait un manteau en laine, un foulard noué à l'ancienne et un sac à main en cuir ancien. Camille lui sourit poliment. La dame hocha légèrement la tête, sans un mot. Puis, en l'espace d'un souffle, tout changea. Le visage de la vieille femme devint livide. Ses jambes fléchirent. Son sac tomba au sol. Camille n'eut que le temps de tendre les bras pour la rattraper avant qu'elle ne s'effondre complètement. La panique l'envahit brièvement, mais son instinct prit le dessus. Elle appela immédiatement les secours avec son téléphone, s'agenouilla près de la femme, cherchant un pouls, murmurant des mots rassurants sans savoir si elle entendait. Le silence pesait,
entrecoupées par le bruit étouffé de l'ascenseur immobile. Lorsque l'ambulance arriva, Camille était toujours là, tenant la main glacée de l'inconnu, ses propres genoux engourdis par le froid du sol. La vieille dame ouvrit brièvement les yeux avant d'être emmenée. Elle serra les doigts de Camille avec une étonnante fermeté comme un remerciement silencieux. Aucun mot ne fut prononcé. Puis, elle disparut à l'arrière du véhicule médical. Camille resta un instant devant l'immeuble, encore sous le choc. Le ciel était gris, la journée à peine entamée. Elle réalisa soudain qu'elle avait raté son entretien, mais l'idée ne la troubla pas. Quelque chose venait de se passer, quelque chose qui allait, sans qu'elle le sache encore, bouleverser le cours entier de sa vie. Elle remonta chez elle en silence, et la journée passa, puis le lendemain, puis encore un autre. Mais quelques jours plus tard, au milieu du courrier habituel et des prospectus, une enveloppe crème, sans timbre ni nom, apparut dans sa boîte aux lettres. Et quand elle l'ouvrit, ses mains commencèrent à trembler. Ce matin-là, Camille s'était levée avec un certain élan. Malgré la nuit écourtée par une insomnie légère, elle avait soigneusement préparé ses affaires pour son entretien prévu à 11 heures dans une pâtisserie réputée du quartier de Saint-Sulpice. Elle avait repassé sa chemise blanche, arrangé sa frange pour qu'elle ne tombe pas dans ses yeux et vérifié 3 fois que ses documents étaient bien dans son sac. Cette entrevue représentait plus qu'un simple travail potentiel. C'était pour elle une tentative de reconnecter ses mains à sa vocation, à cette passion qu'elle nourrissait depuis l'enfance. Elle avait quitté son studio en avance, préférant toujours prévoir large, surtout dans une ville aussi imprévisible que Paris. En refermant doucement la porte de son appartement, elle jeta un coup d'œil par la lucarne du couloir. Le ciel était encore pâle, gris-perle, mais le soleil menaçait timidement d'apparaître. Elle descendit les quelques marches qui la menaient jusqu'au 3e étage, puis appuya sur le bouton de l'ascenseur. C'était une vieille cabine, enveloppée de cet air métallique et rassis, vestige d'un autre siècle. Les boutons étaient jaunis, le miroir écaillé et le sol grinçait sous les pas. Elle entra dans l'ascenseur, posa son sac contre la paroi et laissa échapper un soupir. Ses pensées dérivèrent vers la pâtisserie où elle allait, imaginant les gestes qu'elle aurait à montrer, les questions auxquelles elle répondrait, les gâteaux qu'on lui demanderait peut-être de préparer sur place. L'ascenseur descendait lentement quand, au 2e étage, il s'arrêta. Les portes s'ouvrirent sur une silhouette fragile, une dame d'un âge avancé, mais dont la tenue trahissait une élégance ancienne, entretenue malgré les ans. Elle portait un manteau de laine couleur aubergine, un foulard en soie noué avec soin autour du cou et des gants en cuir noir. Elle ne dit pas un mot, hocha à peine la tête en guise de salut et entra dans la cabine avec la lenteur de ceux pour qui chaque pas est un calcul. Camille s'écarta avec délicatesse pour lui faire de la place. L'ascenseur reprit sa descente. Il n'y eut que quelques secondes de silence. Puis, soudainement, sans avertissement, la vieille femme se figea, pâlit, et vacilla comme une marionnette dont on aurait tranché les fils. Son sac tomba au sol avec un bruit mat. Camille, stupéfaite, réagit sans réfléchir. Elle tendit les bras, la retint de justesse avant qu'elle ne s'écroule, et la guida au sol aussi doucement que possible. Son cœur battait plus vite, ses mains cherchaient à vérifier une respiration, un pouls, un signe de vie. La femme avait les paupières closes, le teint cireux et ne répondait à aucune parole. Camille, malgré sa panique, parvint à sortir son téléphone, à appeler les urgences et à donner l'adresse exacte, insistant sur la gravité de la situation. Elle resta à genoux, tenant la main glacée de la dame, lui parlant à voix basse comme pour la maintenir ancrée à la réalité. Il fallut une dizaine de minutes avant que les secours arrivent, mais pour Camille, le temps semblait s'être dilaté. Les portes de l'ascenseur restaient ouvertes, et aucun voisin ne semblait remarquer ce qui se passait. L'immeuble entier semblait endormi. Lorsqu'elle entendit enfin le bruit des pas précipités des ambulanciers, elle sentit une vague de soulagement mêlée à une crainte nouvelle. Et si c'était trop tard? Les professionnels prirent le relais avec une efficacité mesurée. Ils demandèrent rapidement à Camille ce qu'elle avait vu, comment la dame s'était comportée avant l'évanouissement. L'un d'eux lui demanda si elle la connaissait. Camille secoua la tête. Non, elle l'avait seulement croisée 1 ou 2 fois, jamais plus. C'était la première fois qu'elle se retrouvait dans un même espace confiné. L'un des secouristes hocha la tête, nota quelque chose sur une tablette, puis aida à installer la vieille femme sur un brancard. Juste avant d'être emmenée, la dame ouvrit brièvement les yeux. Elle chercha quelque chose, quelqu'un,
puis son regard se fixa sur Camille. D'un geste presque imperceptible, elle serra les doigts de la jeune femme, avec une intensité inattendue pour un corps si frêle. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Il n'y eut qu'un silence lourd, chargé de reconnaissance, ou peut-être de peur, ou encore d'un souvenir oublié. Puis les yeux se refermèrent. Camille, bouleversée, resta un moment dans le hall de l'immeuble après leur départ. Son entretien, elle n'y pensa plus. Elle remonta chez elle lentement, s'assit sur son matelas sans enlever son manteau et tenta de comprendre ce qu'elle venait de vivre. Ce n'était pas seulement un accident. Il y avait eu, dans ce regard, dans cette main serrée, quelque chose de plus profond, une sorte de lien étrange, inexplicable. Elle avait ressenti un frisson remonter le long de sa nuque, un pressentiment sourd que cette rencontre ne resterait pas sans suite. Les jours qui suivirent furent empreints de cette sensation flottante, comme si elle avait frôlé un secret sans en percer le sens. Elle descendit plusieurs fois voir le gardien, un homme bourru qui ne savait rien ou feignait l'ignorance. Elle demanda si la vieille dame allait bien s'il savait son nom. Il répondit vaguement. C'est une locataire discrète, elle vit au dernier étage. Jamais de visiteurs, jamais de bruit. Rien de plus. Camille resta sur sa faim. Puis, au matin du 3e jour, en ouvrant sa boîte aux lettres, elle découvrit une enveloppe crème sans timbre, sans adresse, sans nom. Un papier de qualité, épais, légèrement parfumé. Elle la prit dans ses mains avec une prudence instinctive. Quelque chose dans cette lettre la mettait déjà en alerte avant même de l'ouvrir. Elle retourna dans son appartement, posa la lettre sur la table, s'assit et la fixa un long moment, sans oser briser le silence qu'elle contenait. Puis, lentement, elle glissa un doigt sous le rabat, ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille pliée avec soin. L'écriture était fine, ancienne, presque calligraphiée, et la signature au bas de la page la figea. Élise Morel. Un nom comme un écho. Un nom qu'elle avait entendu quelque part, dans une autre vie peut-être. Elle lut la lettre avec attention, ligne après ligne, et sentit ses mains commencer à trembler. La vieille dame l'y remerciait pour son aide précieuse, évoquait sa reconnaissance avec des mots choisis, délicats. Mais la dernière phrase, elle, transperça Camille comme une lame douce et glacée. « Nous nous reverrons bientôt, et peut-être serez-vous celle qui changera tout pour moi. » Elle relut la phrase, puis encore, et encore. Et dans le silence du studio, seul le bruit de son souffle pouvait être entendu, devenu soudain plus lourd, plus incertain. Le papier était doux au toucher, presque velouté, comme ses anciennes correspondances écrites à la main dans un autre temps. Camille relut la lettre une 4e fois, cette fois en murmurant chaque mot pour les entendre résonner dans l'air, comme si cela pouvait en dévoiler un sens caché. Elle ne comprenait pas ce qu'elle lisait, ou plutôt, elle n'en comprenait pas les implications. Comment cette femme, Élise Morel, qu'elle ne connaissait que par une brève rencontre dramatique dans un ascenseur, pouvait-elle écrire une lettre d'une telle intensité émotionnelle? Le début du message était courtois, mais empreint d'une chaleur inattendue. Élise écrivait qu'elle ne se souvenait pas de tout ce qui s'était passé ce matin-là, mais que les ambulanciers lui avaient décrit la scène, la bienveillance avec laquelle Camille l'avait soutenue, et la façon dont elle était restée à ses côtés, silencieuse et vigilante. Elle disait « J'ai vu votre visage, même à travers la brume, et ce que j'y ai perçu m'a troublé plus que je ne saurais l'expliquer. Une douceur, une présence. » Mais c'était la suite qui donnait à la lettre une dimension mystérieuse. Élise y parlait de coïncidences, de hasards qui n'en sont peut-être pas, de visages qui rappellent d'autres visages. Puis elle écrivait « Je ne crois pas que vous soyez entré dans ma vie par erreur. J'ai appris à me méfier des coïncidences qui bousculent le cœur. Nous nous reverrons bientôt, et peut-être serez-vous celle qui changera tout pour moi. » Camille referma lentement la lettre, lissa les plis du papier et la posa devant elle comme on dépose un objet sacré. Elle resta ainsi figée, les mains à plat sur la table, le regard perdu quelque part entre ses souvenirs et cette promesse énigmatique. Elle murmura le nom à voix haute, Élise Morel. Le son lui était étrangement familier, mais impossible à replacer dans un contexte précis. Ce n'était pas un nom courant. Il y avait quelque chose d'aristocratique, de bourgeois, de ces familles anciennes dont les racines s'étendent dans les grandes avenues parisiennes et les pages des journaux économiques. Elle sortit son ordinateur portable, hésita un instant, puis tapa « Élise Morel » dans le moteur de recherche. Une avalanche de résultats s'afficha.
Mais au milieu des homonymes, des avocates, des artistes, des femmes ordinaires, un nom attira son attention. Élise Morel, ancienne directrice de Morel & Fils, société immobilière fondée au début du XXe siècle, spécialisée dans les propriétés de luxe à Paris et sur la Côte d'Azur. La société avait connu son apogée dans les années 80 et 90, avant de disparaître des radars au tournant du siècle. Un article de presse de l'époque parlait d'un retrait progressif de la dirigeante principale, Élise Morel, après une série de conflits familiaux et de pertes personnelles. Camille sentit une tension lui saisir la nuque. Était-ce possible que cette femme, cette silhouette effondrée dans un ascenseur poussiéreux, soit la même que celle mentionnée dans ces articles? Si oui, que faisait-elle dans cet immeuble au loyer modeste, loin des hôtels particuliers du 16e arrondissement? Elle revint à la lettre, comme pour s'assurer qu'elle n'avait rien inventé. Les mots étaient là bien présents, précis, presque intimes. Élise semblait l'avoir observé bien plus attentivement qu'elle ne l'aurait cru. Comment savait-elle où elle habitait, alors que Camille n'avait jamais eu d'échange avec elle avant ce jour-là? Comment avait-elle pu glisser la lettre dans sa boîte sans se faire voir? Pendant les jours suivants, Camille se sentit suivie par une ombre douce, celle de cette femme énigmatique qui lui avait écrit. Elle en parla à personne, ni à la jeune serveuse du café du coin avec qui elle échangeait parfois quelques mots, ni à la pharmacienne du quartier qui lui avait déjà proposé de l'aider à trouver un emploi stable. C'était comme si cette lettre appartenait à une réalité parallèle, un fil tiré du destin qu'elle ne devait pas briser trop vite. Elle continua ses recherches, discrètement le soir, lorsque les bruits de la rue se taisaient. Elle découvrit que Morel & Fils avait été l'une des plus anciennes sociétés privées à détenir des biens immobiliers dans plusieurs arrondissements parisiens. Un article évoquait même que l'immeuble où elle habitait faisait partie de leur portefeuille, bien que cela ne fût plus mentionné dans les documents récents. Était-ce une coïncidence ou un indice? Camille repensa alors à la remarque du gardien. Elle vit au dernier étage. C'était étrange. Lorsqu'elle avait visité l'immeuble, on lui avait dit que le dernier étage était inhabité, fermé pour travaux depuis des années. Elle-même n'avait jamais croisé personne montant jusqu'au 6e. L'ascenseur s'arrêtait régulièrement aux étages intermédiaires, mais jamais au sommet. Pourtant, Élise y vivait bel et bien. Cela signifiait qu'elle avait choisi l'ombre, l'effacement. Un soir, alors qu'elle rentrait d'un remplacement dans un petit salon de thé du 15e, elle entendit du mouvement dans la cage d'escalier en colimaçon menant au 6e. Des pas légers, un bruit de clé dans une serrure. Elle se cacha à moitié derrière la porte de son étage et aperçut fugacement la silhouette d'Élise disparaissant derrière une porte lourde, sans plaque. Elle n'avait rien d'une vieille femme fragile. Sa démarche était lente, certes, mais assurée. Camille hésita longuement à aller frapper, mais une peur étrange la retenait. La peur de briser quelque chose, de franchir une limite invisible. Elle se contenta de remonter chez elle, le cœur battant, le regard tourné vers la lettre qu'elle gardait désormais dans un tiroir de sa table de nuit. Le lendemain matin, au moment même où elle s'apprêtait à sortir, quelqu'un frappa doucement à sa porte. Elle ouvrit. Un homme en costume sombre, visage neutre, lui tendit une enveloppe plus épaisse, scellée avec un cachet de cire. Il ne dit rien, se contenta d'un bref salut avant de s'éloigner. Camille referma la porte, l'enveloppe entre les mains. Elle l'ouvrit et découvrit une invitation formelle rédigée sur un papier à en-tête gravé. Mademoiselle Camille Moreau est cordialement invitée à un entretien privé au dernier étage du bâtiment, demain à 16h. Signé, Élise Morel. Camille sentit sa gorge se nouer. Le dernier étage, l'endroit interdit, silencieux, oublié. Demain, elle y monterait, et peut-être, enfin, commencerait à comprendre ce que cette femme mystérieuse voyait en elle. Camille n'avait pas fermé l'œil de la nuit. L'invitation formelle reposait sur la table, intacte, comme une pièce de théâtre figée dans son acte d'ouverture. Chaque fois qu'elle croisait du regard cette enveloppe de papier épais, son cœur accélérait. Elle se demandait ce qu'elle devait y lire, une convocation ou une main tendue. Le ton du message était poli, presque solennel, mais son contenu soulevait plus de questions qu'il n'offrait de réponses. Elle n'était ni une amie de la famille, ni une connaissance, encore moins une proche. Pourquoi alors cette convocation privée? Et pourquoi au dernier étage, un lieu qu'elle croyait encore inhabité et verrouillé depuis son installation? À 16h précises, elle se présenta devant la porte du 6e. Elle avait pris soin de s'habiller avec discrétion,
Un pantalon noir, un chemisier crème, ses cheveux attachés. Elle voulait inspirer respect, mais surtout se sentir protégée derrière une certaine neutralité. Elle hésita un instant avant de frapper. À peine eut-elle le poing levé qu'un homme ouvrit la porte. Il portait un costume gris foncé, sobre mais élégant, et ses lunettes cerclées d'or lui donnaient l'air d'un notaire ou d'un avocat. Il s'écarta sans dire un mot et lui fit signe d'entrer. Camille pénétra dans un appartement qui n'avait rien à voir avec les étages inférieurs. Le contraste était saisissant. Tandis que son studio sentait le plâtre, la poussière et la peinture écaillée, ici tout respirait l'ancien luxe maintenu avec soin. Les murs étaient tapissés de boiseries blondes. Les meubles semblaient sortir d'un autre siècle, et la lumière naturelle baignait chaque pièce avec une douceur irréelle. Au centre du salon, assise dans un fauteuil crapaud aux motifs floraux, Élise Morel l'attendait. Elle était vêtue d'une robe en velours prune, son foulard soigneusement noué autour du cou. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon strict. Malgré son âge avancé, elle dégageait une aura imposante, presque théâtrale. Lorsque Camille entra, Élise la salua d'un léger mouvement de tête, comme si elle se connaissait déjà. « Mademoiselle Moreau, merci d'être venue. J'espère que l'invitation ne vous a pas trop troublée. » Camille secoua légèrement la tête, incapable de trouver une réponse adéquate. L'homme en costume s'éclipsa discrètement, laissant les deux femmes seules. « Venez, asseyez-vous, » dit Élise en désignant un fauteuil en face d'elle. « Prenez un peu de thé, si vous le souhaitez. C'est un oolong de Chine, très doux. » Camille obéit plus par réflexe que par volonté. Ses mains tremblaient à peine, mais elle sentait une tension dans sa nuque, comme si chaque geste était observé, analysé. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai fait venir. » Camille hocha la tête, incertaine de la manière dont elle devait se comporter. « Ce n'est pas dans mes habitudes, » continua Élise. « Je suis plutôt du genre à rester en retrait, surtout depuis quelques années. Mais vous avez éveillé ma curiosité. Votre geste l'autre matin, cette spontanéité, cette attention, je n'en ai pas l'habitude, pas dans ce monde. » Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. « Et puis, il y a quelque chose dans votre regard, un éclat, une forme de tendresse. On dirait que vous portez des souvenirs qui ne vous appartiennent pas encore. » Camille sentit sa gorge se serrer. Elle n'aimait pas parler d'elle. Elle n'avait jamais été à l'aise avec les regards perçants, ceux qui semblaient vouloir décoder ce qu'elle-même s'efforçait d'oublier. Mais ici, dans cet espace hors du temps, elle ne pouvait pas fuir. « Je vous ai écrit cette lettre, » continua Élise, « parce que je savais que nous devions nous parler, mais avant tout, je voulais vous observer, voir si mon intuition me trahissait. » Camille fronça légèrement les sourcils, sans comprendre. « Vous avez vécu à Lyon, n'est-ce pas? Vos parents sont décédés alors que vous étiez encore jeune. Vous êtes venu à Paris pour recommencer, mais vous cherchez encore votre place. Et si je me permets de le dire, vous êtes plus seul que vous ne le montrez. » La précision de ces paroles frappa Camille en plein cœur. Elle voulut protester, mais se retint. Comment savait-elle tout cela? Avait-elle enquêté? Était-ce une coïncidence, une intuition terriblement juste? Vous vous demandez comment je sais tout cela. Disons que j'ai mes façons. Quand on vit assez longtemps, on apprend à reconnaître les blessures chez les autres, même celles qu'ils cachent sous le silence. Elle prit une gorgée de thé, observa Camille par-dessus le bord de sa tasse. « Dites-moi, que voulez-vous faire de votre vie? Quel était votre rêve ?» Camille resta un moment sans voix. C'était une question si simple, si directe, mais posée avec une gravité qui la rendait pesante. « J'aimerais ouvrir une pâtisserie, » répondit-elle enfin. « Un endroit où les gens se sentiraient en chez eux, où je pourrais cuisiner ce que j'aime, ce que je sais faire, offrir un peu de chaleur peut-être. » Élise hocha la tête lentement. « Cela ne m'étonne pas. La douceur vous va bien. » Elle se leva alors, avec une lenteur calculée, et marcha jusqu'à une petite commode contre le mur. Elle en sortit un dossier épais, le posa sur la table entre elles, puis s'assit à nouveau. « J'ai besoin d'aide, mademoiselle Moreau. Pas pour cuisiner, hélas, mais pour mettre de l'ordre dans mes affaires. J'ai accumulé des documents, des lettres, des dossiers, des souvenirs. Je n'ai plus la force de tout trier seul, et je ne veux pas que ce soit fait par un étranger. » Camille ouvrit la bouche, prête à refuser poliment, mais Élise leva une main pour la faire taire. « Ce n'est pas une proposition à la légère. Vous m'aiderez à organiser ma correspondance, mes archives. En échange, vous aurez un salaire et votre loyer sera annulé. »
Vous resterez ici dans cet immeuble, mais vous vivrez mieux, plus sereinement. » Camille sentit une vague de confusion l'envahir. C'était trop soudain, trop généreux, trop inattendu. Pourquoi elle? Pourquoi pas un assistant professionnel, un archiviste? « Vous vous demandez pourquoi je vous choisis, dit Élise en devinant sa pensée. Parce que vous avez su tendre la main sans rien attendre. Parce que vous êtes la première depuis des années à avoir vu autre chose en moi qu'une vieille femme solitaire. Et parce qu'il y a quelque chose en vous que je reconnais. » Elle se pencha légèrement, planta son regard dans celui de Camille. « Acceptez. Vous n'avez rien à perdre. » Camille prit une longue inspiration. Les mots résonnaient dans son esprit, mêlés à 1000 souvenirs confus. Une partie d'elle voulait fuir, se protéger. Mais une autre, plus profonde, sentait que ce moment n'était pas un hasard. Elle accepta, lentement. Et ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette décision allait faire remonter des vérités longtemps enfouies. Car dans les jours suivants, en fouillant dans les vieux dossiers d'Élise, elle tomberait sur une lettre jamais envoyée. Une lettre écrite à une certaine Claire. Et tout changerait à partir de là. Les jours suivants s'écoulèrent dans une atmosphère suspendue, comme si le temps lui-même s'était mis à murmurer des secrets à travers les murs feutrés du dernier étage. Camille, désormais employée à titre officiel auprès d'Élise Morel, s'étonnait encore de l'étrange normalité qui s'installait peu à peu dans ce nouvel arrangement. Chaque matin, elle montait au 6e étage par l'escalier de service, une exigence discrète formulée par Élise elle-même, et pénétrait dans l'univers clos d'un appartement hors du monde, où le passé semblait respirer à chaque coin de meuble, à chaque livre ancien, à chaque photographie en noir et blanc. Le travail en lui-même n'était ni pénible ni ennuyeux. Élise avait accumulé au fil des décennies une masse impressionnante de documents personnels. Lettres, journaux, registres, coupures de journaux, contrats, carnets de voyage, photos d'enfance, correspondances officielles, brouillons de discours, notes manuscrites sur des événements oubliés. Une vie entière couchée sur papier, classée sans méthode apparente, entreposée dans des boîtes à chapeaux, des coffrets en bois, des tiroirs profonds. Camille, méthodique et patiente, s'attelait à cette tâche avec une concentration presque religieuse, découvrant au passage les contours d'une femme bien plus complexe que celle qu'elle avait imaginée. Élise ne restait pas toujours présente. Parfois, elle disparaissait dans une autre pièce, un livre à la main ou simplement absorbée dans ses pensées. D'autres fois, elle observait Camille en silence, assise à une certaine distance, comme si elle cherchait à comprendre un mystère inscrit sur le visage de la jeune femme. Leur relation restait marquée par une étrange retenue, faite de respect, de curiosité mutuelle et d'une tension latente qui semblait prête à éclater sans prévenir. Un matin, alors qu'elle triait une série de lettres liées à la gestion de l'entreprise Morel & Phil, Camille découvrit une enveloppe non cachetée, glissée entre deux classeurs à demi effondrés. L'écriture fine sur l'enveloppe indiquait un prénom, simplement Claire. Aucun nom de famille, aucune adresse. Intriguée, Camille en sortit le contenu avec précaution. Ce n'était pas un document officiel, ni une note commerciale, mais bien une lettre personnelle, visiblement rédigée avec soin, sur un papier ivoire bordé d'un liseré bleu pâle. La date, en haut à droite, était ancienne, 2002. Elle lut d'abord à moitié puis tout entière, sans pouvoir détacher ses yeux du texte. Élise y écrivait à une jeune femme, Claire, dans un ton à la fois douloureux et solennel. Elle évoquait une séparation, une absence, un choix impossible. Le texte était chargé d'émotions contenues, de regrets non exprimés, de silences volontairement laissés en suspens. La fin de la lettre bouleversa Camille. « Tu étais ma lumière, même si tu m'as fui. Je ne sais plus si j'ai été une bonne mère, ni si je mérite ton pardon. Mais si un jour tu lis ces mots, sache que je ne t'ai jamais oublié. » Camille resta immobile, figée par le poids des mots. Le terme « mère » résonnait encore dans son esprit comme un écho sourd. Était-il possible que cette Claire ait été la fille d'Élise? Pourquoi cette lettre n'avait-elle jamais été envoyée? Où était Claire aujourd'hui? Et pourquoi aucun document, aucune photo, aucun autre indice ne mentionnait ce nom ailleurs dans les archives? Elle hésita à poser la question à Élise. Ce genre de révélation enfouie pendant plus de 20 ans n'appartenait pas à quelqu'un d'autre. Mais la lettre l'obsédait. Elle la replia avec soin, la remit dans son enveloppe et la glissa dans son carnet personnel. Elle ne voulait pas trahir la confiance de la vieille femme, mais elle sentait que ce mystère-là
dépassait la simple curiosité. À partir de ce jour, chaque tâche qu'elle effectuait dans l'appartement lui paraissait différente. Chaque boîte ouverte, chaque tiroir exploré, chaque photo examinée devenait une piste potentielle. Elle commença à faire des recherches discrètes en dehors de ses heures de travail, cherchant dans les archives numériques des journaux, les bases de données d'état civil, les forums d'anciens élèves, n'importe quoi qui pourrait relier Élise Morel à une fille prénommée Claire. Mais les résultats étaient maigres. Rien d'évident, rien de public. Comme si Claire avait été effacée volontairement de toute trace. La dynamique entre elle et Élise changea subtilement. La vieille femme semblait plus loquace certains jours, partageant des anecdotes sur sa jeunesse, ses voyages en Italie, ses étés à Biarritz. Elle parlait peu de sa famille, ou seulement de ses frères, de ses parents lointains. Jamais de mari, jamais d'enfant. Comme si cette part de sa vie n'avait jamais existé, ou avait été délibérément reléguée à un coin d'oubli. Camille ressentait parfois une étrange proximité avec Élise, comme si un fil invisible les reliait au-delà de leurs différences de génération, de vécu, de statut. Elle se surprenait à vouloir rester après la fin de sa journée, à partager une tasse de thé, à écouter les silences de cette femme qui avait vu le siècle défiler sans fléchir. Mais toujours, au moment de partir, elle regardait le carnet où elle avait glissé la lettre, et un nœud se formait dans son ventre. Puis, un après-midi pluvieux, Élise lui proposa de l'accompagner dans la pièce la plus reculée de l'appartement. C'était une sorte de bibliothèque-salon, aux rideaux épais, à l'éclairage tamisé. Elle lui demanda d'y inventorier un ensemble de livres rares et de les inscrire dans un registre manuscrit. Tandis que Camille travaillait, la voix d'Élise résonna soudain derrière elle. « Savez-vous garder un secret, Camille ?» La jeune femme se retourna lentement. Élise était debout, appuyée contre la porte, les bras croisés, l'expression grave. « Oui, » murmura-t-elle, un peu hésitante. « Ce que nous gardons enfermé trop longtemps finit par nous ronger. J'ai parfois l'impression d'avoir avalé mes propres silences. » Camille sentit que quelque chose allait basculer, que le moment de vérité approchait. Mais avant qu'elle puisse répondre, Élise porta une main à sa tempe, chancela et s'effondra à genoux. Camille se précipita, la soutint, l'aida à s'asseoir. Elle respira profondément, sembla retrouver ses esprits. Puis, dans un souffle à peine audible, elle murmura un nom. « Claire, ma fille. » Camille resta pétrifiée. Elle sentit tout son corps se crisper, comme si les murs autour d'elle s'étaient rapprochés soudainement. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Le mystère venait de prendre un nouveau visage. Claire n'était pas seulement un prénom sur une lettre oubliée. Elle était réelle. Elle avait été aimée. Elle avait disparu. Et Camille venait d'entendre pour la première fois Élise briser le silence. Le soir même, Camille retourna chez elle dans un état de stupeur contenue. Elle avait l'impression d'avoir traversé une frontière invisible, d'avoir franchi un seuil dont elle ne reviendrait plus jamais. Le nom soufflé par Élise, cette simple phrase échappée comme un aveu d'agonie, résonnait dans sa tête à intervalles réguliers, comme une cloche lointaine. « Claire, ma fille. » Ce n'était pas un rêve, ni une interprétation, ni une erreur de compréhension. C'était une vérité crue, surgie d'une brèche inattendue, et c'était maintenant à elle de décider quoi en faire. Dans la solitude de son petit studio, elle reprit la lettre cachée dans son carnet. Elle la relut avec d'autres yeux, cette fois armée du poids de cette révélation. Les mots d'Élise n'étaient plus seulement empreints de tristesse, ils devenaient une confession, une supplique jetée dans le vide, restée sans réponse. Et Camille comprit alors que cette lettre n'avait jamais été envoyée parce que sa destinataire, peut-être, n'était plus là pour la recevoir, ou que les circonstances, quelles qu'elles aient été, avaient empêché cette main tendue de trouver l'autre. Elle se lança dans des recherches plus approfondies. Le nom de Claire Morel n'apparaissait nulle part. Aucun registre d'état civil ne semblait la mentionner. Pas de publications officielles, pas de photos de famille, pas d'articles anciens. Même dans les documents d'Élise, soigneusement triés depuis plusieurs semaines, rien n'indiquait l'existence d'un enfant, d'un mari, d'une descendance. Tout avait été effacé, volontairement ou non. Camille ressentait pourtant une intuition grandissante, une conviction étrange, presque viscérale, que cette Claire n'était pas une inconnue. Elle ne pouvait expliquer ce sentiment, mais il la poursuivait dans chaque geste, chaque regard croisé dans le miroir. C'était comme si une part d'elle savait déjà ce qui allait suivre.
Le lendemain, en fouillant dans une boîte contenant de vieux livres et carnets de notes, Camille découvrit une autre trace. Ce n'était pas une lettre cette fois, mais une photo pliée entre les pages d'un roman. Elle représentait une jeune femme, visiblement âgée d'une vingtaine d'années, assise sur un banc en pierre, un jardin en arrière-plan. Elle souriait, d'un sourire à la fois doux et mélancolique. À ses côtés, un homme jeune, grand, au visage partiellement masqué par une ombre. Camille sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. L'homme, elle le reconnaissait. Même si elle ne l'avait que peu connu, même si les souvenirs étaient flous, brouillés par le temps, ce visage appartenait à celui qu'elle appelait autrefois « Papa ». Elle se leva d'un bond, le cœur affolé, la photo tremblant dans sa main. Ce n'était pas possible. Ou plutôt, cela ne pouvait être une simple coïncidence. Elle s'assit, ferma les yeux un instant. Une sensation de vertige la saisit. Si son père avait connu Claire, s'ils avaient été proches, et cette photo semblait le confirmer, alors une question s'imposait avec la violence d'un coup de tonnerre. Qui était-elle vraiment? Elle fouilla dans la petite boîte où elle conservait ses affaires personnelles, ses souvenirs familiaux, les rares objets qu'elle avait pu sauver de la maison de son enfance. Parmi eux, une photo d'elle enfant, tenue dans les bras de son père, souriant à la caméra. Elle plaça la photo retrouvée d'Élise juste à côté. La ressemblance entre Claire et Camille, maintenant qu'elle y prêtait attention, était indéniable. Même forme de visage, même regard ombragé, même façon de tenir la tête. Camille sentit les larmes monter, sans qu'elle puisse les retenir. Il ne s'agissait plus de mystère, ni de curiosité. Il s'agissait d'identité. Elle resta éveillée toute la nuit. Son esprit tournait en boucle autour de cette question centrale. Élise savait-elle? Avait-elle deviné ce lien, ou n'était-elle encore qu'au seuil d'une vérité qu'elle refusait d'admettre? Le lendemain, elle monta au dernier étage avec une appréhension nouvelle. Elle pénétra dans l'appartement avec une tension palpable. Élise l'attendait dans le salon comme à son habitude, mais cette fois ses traits étaient plus tirés, sa peau plus pâle. Elle semblait fatiguée, affaiblie. La veille l'avait éprouvée, cela se voyait. Camille ne dit rien. Elle commença à trier de nouveaux documents, feignant l'habituelle routine. Mais son regard ne cessait de glisser vers Élise, qui feuilletait distraitement un album photo. Le silence s'épaissit. « Avez-vous bien dormi ?» demanda soudain la vieille femme, sans relever les yeux. « Pas vraiment » répondit Camille d'une voix basse. Un silence. Puis Élise reprit, les yeux toujours fixés sur une image invisible. « J'ai rêvé de Claire cette nuit. Elle avait votre sourire. » Camille sentit un frisson la traverser. Elle ne répondit pas, incapable de formuler une phrase cohérente. « Elle est partie un jour, » continua Élise. « Elle a quitté Paris sans dire pourquoi. Je n'ai plus eu de nouvelles. Elle m'a laissé une lettre brève, douloureuse. Et puis, plus rien. Pendant des années, j'ai cru qu'elle reviendrait, qu'elle frapperait à ma porte. Mais elle ne l'a jamais fait. » La voix d'Élise se brisa légèrement. Camille s'approcha, s'assit en face d'elle. L'émotion montait, dense, presque étouffante. « Vous l'aimiez, n'est-ce pas ?» Élise hocha la tête. Une larme roula sur sa joue qu'elle ne chercha pas à essuyer. Je n'ai pas su la comprendre. Elle était libre, rebelle, trop vive pour les carcans que j'avais créés autour d'elle. Je lui ai imposé des choix, elle a refusé. Et je l'ai perdue. Camille prit alors une décision. Elle sortit la photo qu'elle avait trouvée, la tendit à Élise. « Est-ce que c'est elle ?» demanda-t-elle simplement. Élise saisit le cliché, le regarda longuement. Ses mains tremblaient. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, son visage était bouleversé. « Oui, c'est Claire. Et c'est lui, ce garçon. Je ne connaissais pas son nom. Elle ne m'a jamais parlé de lui. » Camille sentit son cœur battre à tout rompre. Elle respira profondément. « Ce garçon, Élise, c'était mon père. » Le silence qui suivit fut absolu. Élise ouvrit la bouche, la referma. Elle semblait ne pas comprendre. Camille poursuivit. « Il est mort quand j'étais enfant. Ma mère est morte avant lui. Je n'ai jamais su qui elle était vraiment. Personne n'a jamais parlé d'elle. Et maintenant, je pense que c'était Claire. » Élise lâcha la photo. Ses yeux, écarquillés, fixaient Camille comme si elle la voyait pour la première fois. « Vous êtes sa fille ?» Camille acquiesça, lentement, sans dire un mot de plus. La vieille femme se leva, chancelante, puis s'effondra dans le fauteuil. Son souffle était court, ses mains agrippées à l'accoudoir. Claire avait une fille,
Et je ne le savais pas. Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Camille resta là, sans oser s'approcher, sentant que le poids de cette révélation dépassait tout ce qu'elles avaient vécu jusque-là. Et dans ce silence, une vérité enfin dévoilée, deux femmes restèrent figées l'une en face de l'autre, réunies par une histoire qu'aucune n'avait choisie, mais que le destin avait enfin révélée. Les jours qui suivirent la révélation furent marqués par une étrange gravité, comme si l'air dans l'appartement d'Élise avait changé de densité. Camille se rendait chaque matin au 6e étage avec une précaution nouvelle, le cœur tiraillé entre compassion, curiosité et crainte d'avoir ouvert une brèche impossible à refermer. Élise, elle, semblait flotter entre deux temporalités. Parfois, elle s'exprimait avec lucidité, posant des questions directes, observant Camille avec un regard neuf. D'autres fois, elle s'égarait dans des souvenirs confus, nommant des gens depuis longtemps disparus, évoquant des lieux effacés par les décennies. Mais toujours, au fond de ses yeux, brûlait une étincelle que Camille n'avait jamais vue auparavant, celle d'un espoir renaissant. Elles ne reparlèrent pas immédiatement de Claire. Le sujet semblait trop vaste, trop chargé, pour être effleuré sans préparation. Camille respectait ce silence. Elle sentait que, pour Élise, accepter cette vérité ne signifiait pas seulement reconnaître une petite fille inconnue, mais aussi affronter les fantômes d'un passé douloureux qu'elle avait volontairement enseveli. Cependant, Camille, animée par un besoin viscéral de compréhension, poursuivait ses recherches. Elle fouillait les archives en ligne, les bases de données généalogiques, les articles oubliés de journaux, tout ce qui pouvait lui permettre de retracer le parcours de Claire après son départ. Ce qu'elle découvrit fut à la fois peu et trop. Des bribes de vie, une inscription à l'université de Strasbourg en 1993, une adresse temporaire à Montpellier en 1995, puis plus rien, aucun mariage enregistré, aucun décès répertorié sous ce nom. Claire Morel semblait avoir disparu dans les plis de la réalité, comme si elle avait choisi de devenir invisible. Camille décida alors d'explorer une autre piste. Elle retourna dans les documents d'Élise, non plus en tant qu'employée chargée de trier des archives, mais comme une femme en quête de ses origines. C'est ainsi qu'elle tomba sur une boîte dissimulée derrière une rangée de livres anciens au fond de la bibliothèque. Le coffret était en cuir noir, fermé par un petit loquet d'argent. Aucune clé à l'horizon, mais le fermoir ancien céda avec un peu de patience. À l'intérieur, une collection de souvenirs intimes, des photos, des lettres, quelques objets personnels. Camille reconnut Claire dans plusieurs clichés. Des images d'elle, enfant puis adolescente, entourée de visages inconnus. Il y avait aussi des carnets, certains à moitié vides, d'autres remplis d'une écriture cursive délicate. Dans l'un d'eux, Camille lut une phrase qui la bouleversa. « J'ai laissé Paris derrière moi, mais une partie de moi s'est accrochée aux grilles du jardin du Luxembourg. Je reviendrai peut-être, ou jamais. » Elle comprit alors que Claire n'était pas simplement partie en conflit. Elle avait fui avec une douleur profonde, un sentiment de trahison peut-être, mais aussi une volonté farouche de vivre autrement. Elle montra le coffret à Élise quelques jours plus tard. La vieille femme resta longtemps immobile, le regard fixé sur les objets. Elle en prit un, une broche en forme de camélia, le serra dans sa main. Puis, sans que Camille ait besoin de la questionner, elle commença à parler. Elle raconta Claire, depuis le début. Sa naissance, la surprise de devenir mère après une relation brève et mal acceptée par sa propre famille, le rejet silencieux qu'elle avait opposé à sa fille, croyant protéger l'avenir de l'entreprise. Elle parla de l'adolescence turbulente de Claire, de son refus de suivre les codes de la famille Morel, de ses lectures, de ses envies de voyage, de ses amis artistes, de ses nuits à refaire le monde avec des étrangers. Élise, orgueilleuse et rigide, n'avait pas su l'aimer comme elle aurait dû. Elle l'avait poussé dehors sans en prendre conscience, et quand Claire avait décidé de partir, elle ne l'avait pas retenue. « Elle m'a écrit une seule fois après son départ », dit Élise dans un souffle. Une lettre sèche, presque administrative. Elle disait qu'elle allait bien, qu'elle ne voulait pas être retrouvée, qu'elle me demandait de respecter son choix. Et je l'ai fait, j'ai respecté. Mais chaque jour, j'ai espéré qu'elle reviendrait. Camille l'écoutait sans l'interrompre. Elle comprenait à chaque mot que cette femme autrefois redoutée dans le monde des affaires n'était plus qu'une grand-mère blessée, rongée par la culpabilité et la solitude. Et elle comprenait aussi pourquoi elle avait été accueillie avec cette douceur étrange,
Pourquoi elle avait été choisie, avant même que les liens du sang ne soient confirmés? Il y avait dans Camille quelque chose de clair, une ressemblance physique, certes, mais aussi une attitude, un regard, une manière de se mouvoir dans le monde. Le lendemain, Camille retourna à la boîte. Elle s'attarda sur une photo en particulier. Claire y tenait un bébé dans ses bras. L'image était floue, mais on distinguait les traits d'un nourrisson. Aucun nom, aucune date, juste cette scène, volée à un moment disparu. Camille sentit son cœur se serrer. Elle ne se souvenait pas avoir été prise en photo ainsi, si jeune. Mais cette image-là, elle la croyait sincère. Elle la sentait vraie. Elle demanda à Élise si elle connaissait l'existence de cette photo. La vieille femme secoua la tête. « Je ne l'ai jamais vue. Claire ne m'a jamais parlé d'un enfant. » Camille sentit alors que tout s'imbriquait. Claire était tombée amoureuse de son père. Elle était tombée enceinte, peut-être trop jeune, trop libre pour être mère dans le carcan familial. Elle avait choisi de disparaître, de protéger son enfant d'un monde qui l'avait rejeté. « Mon père m'a élevée seule, dit Camille. Je n'ai jamais su pourquoi. Il disait peu de choses. Il est mort quand j'avais 6 ans. Je n'ai aucun souvenir de ma mère. Juste un parfum, parfois. Une chanson qu'il fredonnait. Et cette sensation constante que quelque chose me manquait. » Élise pleura doucement. Elle murmura qu'elle aurait voulu savoir, qu'elle aurait voulu changer le cours des choses. « Mais peut-être, dit-elle, que le destin a ses propres chemins, et peut-être que tu étais censé revenir, même sans savoir que tu revenais. » Camille ne répondit pas. Elle comprenait maintenant pourquoi elle s'était sentie attirée par cet immeuble, pourquoi elle avait accepté un travail aussi improbable, pourquoi cette lettre, glissée dans sa boîte, avait tant résonné. Ce n'était pas un simple hasard, c'était un appel silencieux, un fil invisible qui l'avait ramené vers son histoire. Et cette histoire, elle n'était plus seulement la sienne, elle appartenait aussi à Élise, à Claire, à toutes celles qui avaient aimé en silence, perdu sans le dire, espéré sans jamais avouer. Camille savait que les réponses complètes n'arriveraient peut-être jamais, mais une vérité essentielle s'était révélée. Et cette vérité, désormais, lui donnait un nouveau souffle. Ce matin-là, Camille se leva plus tôt que d'habitude, comme si son corps savait, avant même sa conscience, que la journée porterait en elle une bascule irrévocable. Depuis qu'elle avait découvert la boîte noire et les fragments du passé de Claire, quelque chose en elle avait changé. Une part silencieuse de son être, longtemps maintenue dans un flou affectif, commençait à se rassembler, à se reconstruire. Elle ne savait pas encore comment faire face à ce que tout cela impliquait. Elle avait désormais l'intime conviction que Claire était sa mère, que cette femme disparue depuis des décennies était à l'origine de toutes les absences de son enfance. Mais les faits seuls ne suffisaient pas. Il fallait une preuve, une confirmation, quelque chose de tangible, irréfutable. Elle retourna dans le salon de l'appartement d'Élise, où elle travaillait depuis plusieurs semaines, et reprit l'inventaire des objets laissés en suspens. La pièce semblait différente ce jour-là, peut-être parce que ses yeux, désormais, voyaient autre chose. Les cadres au mur, les objets décoratifs, les piles de papiers anciens, tout prenait un nouveau sens à la lumière de ses découvertes. Au fond d'un tiroir, coincé derrière un vieux classeur cartonné, elle trouva une enveloppe rigide, jaunie par le temps. L'intérieur contenait une série de photographies, soigneusement rangées, protégées par du papier de soie. Elle s'installa à la table et commença à les examiner une à une. Des clichés en noir et blanc d'abord, des portraits d'Élise dans sa jeunesse entourée de parents stricts, posant devant des voitures anciennes, des maisons bourgeoises, des salons ornés de lustres, puis vinrent des images plus récentes, en couleur, datant probablement des années 90. Et là, parmi elles, une photo la figea. C'était une prise extérieure, capturée dans ce qui ressemblait à une cour intérieure ou un petit jardin. Une femme, debout, bras croisés, regardait hors cadre. Elle avait les cheveux châtains, un peu ondulés, une silhouette fine, un port de tête fier. Camille sentit un choc physique en voyant ce visage. Elle aurait pu se regarder dans un miroir. Il ne s'agissait pas simplement d'une ressemblance lointaine. C'était comme si elle voyait une version plus jeune d'elle-même, avec des traits plus mûrs, un regard plus assombri. À côté de cette femme, un homme, grand, mince, vêtu avec décontraction. Camille le reconnut immédiatement. C'était son père. Aucun doute possible. Il souriait légèrement, posait une main protectrice sur l'épaule de la femme. Et ce contact, ce geste, disait tout.
Il n'y avait pas de mise en scène, pas de simulation. Il y avait une intimité profonde, presque palpable. Elle sentit ses doigts trembler. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, incapable de rester immobile. Elle tourna en rond, la photo à la main, puis revint à la table, l'observa à nouveau. Elle connaissait cet endroit, ce jardin. Elle fouilla dans sa mémoire d'enfant. Oui, il lui semblait qu'elle avait déjà vu cet endroit. Pas en vrai, mais sur une autre photo, bien plus ancienne, rangée quelque part dans la boîte à souvenirs que son père gardait précieusement. Ce n'était pas un jardin public, c'était privé, peut-être même dans ce même immeuble. Elle se précipita chez elle, ouvrit la valise où elle conservait les quelques affaires héritées de son père. Parmi elles, une petite boîte en bois. Elle l'ouvrit, fouilla et retrouva l'image. Un cliché flou jauni où un enfant jouait dans l'herbe. En arrière-plan, la même façade, la même fontaine, le même banc en pierre. C'était le jardin intérieur de l'immeuble. Elle en eut la certitude. Et cet enfant, elle le comprit à cet instant précis. C'était elle. Tout devenait limpide. Claire et son père s'étaient aimés dans le secret. Ils avaient vécu ici au moins un temps. Et après la rupture avec Élise, Claire avait choisi de partir. De protéger Camille, sans doute. De fuir les contraintes de la famille Morel. Et son père, lui, avait gardé l'enfant, seule trace vivante de cet amour interdit. Pourquoi Claire n'était-elle jamais revenue? Pourquoi n'avait-elle pas tenté de la retrouver? Avait-elle disparu volontairement ou quelque chose lui était-il arrivé? Ces questions brûlaient les lèvres de Camille, mais elle savait qu'Élise n'aurait probablement pas les réponses. Elle retourna au dernier étage, la photo en main. Lorsqu'Élise la vit, elle comprit immédiatement. « C'est elle », murmura Camille. Élise prit la photo, observa longuement les deux visages, puis hocha lentement la tête. « C'est Claire. Et cet homme, tu dis que c'est ton père ?» Camille acquiesça. « J'en suis certaine, j'ai cette photo-là aussi. Elle a été prise ici, dans le jardin. Je reconnais l'endroit. » Élise se leva lentement, alla jusqu'à la fenêtre, regarda en bas. Le jardin était toujours là, paisible, bordé de haies taillées, avec son banc en pierre au centre. Elle resta silencieuse un long moment. « Ils se sont cachés ici, dit-elle enfin, sous mon propre toit, et je n'ai rien vu, ou je n'ai pas voulu voir. » Elle se retourna vers Camille, ses yeux emplis d'une émotion indéchiffrable. « J'ai toujours cru que Claire était partie loin, qu'elle avait coupé les ponts. Mais elle était là. Elle a vécu ici, avec lui, avec toi. Et moi, aveuglé par mon orgueil, je n'ai rien su. » Camille ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Le passé était ce qu'il était. Ce qu'il restait, c'était l'avenir. Élise s'approcha, posa la photo sur la table, puis prit les mains de Camille dans les siennes. « Tu es le dernier lien que j'ai avec elle. Et maintenant, je comprends pourquoi, dès le premier jour, quelque chose m'a frappé en toi. Ce n'était pas de la pitié, c'était une reconnaissance. » Camille sentit les larmes monter. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, entendue, accueillie. « Est-ce que tu lui en veux ?» demanda-t-elle. Élise secoua la tête. « Non, je m'en veux à moi-même, pour l'avoir poussée à partir, pour ne pas avoir compris à temps. Mais à elle, non. Elle a fait ce qu'elle a pu, ce qu'elle croyait juste. » Le silence retomba, doux, presque apaisant. Ce jour-là, quelque chose se referma dans le passé, et quelque chose d'autre s'ouvrit devant elle. Camille ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose. Elle n'était plus seule. Elle appartenait à une histoire, et cette histoire, enfin révélée, allait devenir sa force. Le jour suivant, Camille ne descendit pas immédiatement après son réveil. Elle resta allongée un long moment, les yeux ouverts, le regard fixé sur le plafond incliné de son petit studio. Tout ce qu'elle avait découvert ces derniers jours formait un entrelac de révélations qui pulsait sous sa peau comme un second souffle. La photo dans le jardin, le visage de Claire, le regard de son père, l'aveu d'Élise, les silences retrouvés. Tout cela s'imposait maintenant à elle comme une évidence. Mais il restait une étape, un saut décisif qu'elle n'avait pas encore accompli. Il fallait confronter Élise, non plus avec prudence ou allusion. Il fallait tout dire, mettre au jour en face les pièces du puzzle que le destin leur avait imposé. Elle rassembla les deux photos, la lettre de Claire retrouvée dans les archives et son propre acte de naissance. Un document froissé qu'elle conservait depuis toujours, bien qu'il n'ait jamais répondu aux questions essentielles. Le nom de sa mère y était absent, un blanc administratif
qui jusqu'à peu ne l'avait intriguée que par résignation. Elle glissa le tout dans une pochette rigide, ferma son sac et monta sans trembler jusqu'au 6e étage. Cette fois, elle n'entrait plus comme une employée, ni même comme une jeune femme en quête de son passé. Elle entrait comme une héritière du silence, prête à en affronter les conséquences. Élise l'attendait dans le salon, comme si elle avait pressenti l'importance du moment. Elle était assise, droite, les mains posées sur ses genoux, le regard calme. Camille s'approcha, déposa la pochette sur la table basse, s'installa en face d'elle. « J'ai quelque chose à vous montrer. » Elle ouvrit lentement la pochette, en sortit les documents un à un, les disposa sur la table entre elles. D'abord les photos, puis la lettre de Claire, enfin l'acte de naissance. Élise observa chaque élément sans un mot. Elle prit les clichés, les détailla longuement, son regard s'attardant sur les visages, les arrière-plans, les gestes. Elle relut la lettre de sa fille comme si elle la découvrait pour la première fois, bien qu'elle l'ait déjà lue des dizaines de fois auparavant. Quand elle parvint à l'acte de naissance, elle le lut plusieurs fois, fronçant les sourcils. Puis elle leva les yeux vers Camille, les traits décomposés. « Tu veux dire que tu es vraiment… » « Oui, » dit Camille sans attendre. « Je suis la fille de Claire, votre petite fille. Je n'ai plus aucun doute. » Le silence qui suivit fut d'une densité presque douloureuse. Camille sentit que le temps se suspendait. Élise recula légèrement dans son fauteuil, ferma les yeux un instant, comme pour s'ancrer dans une réalité nouvelle. Lorsqu'elle les rouvrit, ils étaient brillants mais secs. « Claire ne m'a jamais dit « Elle m'a caché ta naissance. » Mon père non plus ne m'a jamais rien dit. Je pense qu'il a voulu me protéger. Peut-être qu'ils ont décidé ensemble de ne rien révéler. Je n'ai jamais compris pourquoi ma mère n'était pas là. Maintenant, je comprends. » Élise baissa la tête. Ses épaules s'affaissèrent. Elle ressemblait moins à la matriarche impressionnante des premières semaines qu'à une femme brisée, que le passé rattrapait comme une marée froide. « J'ai tout fait pour l'éloigner, murmura-t-elle. J'ai voulu lui tracer un avenir, mais selon mes règles. Elle était libre, trop libre. Et moi, trop fier. J'ai détruit ce lien de mes propres mains. Et quand elle est partie, j'ai cru que c'était la fin. Mais elle a eu une fille, elle t'a eu, et je n'ai rien su. » Camille se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta près de la fenêtre. Elle ne voulait ni condamner ni consoler. Ce qu'elle ressentait était trop complexe pour se traduire en gestes simples. Il y avait en elle de la colère, bien sûr, une colère froide contre l'injustice du silence, contre l'abandon non choisi. Mais il y avait aussi une forme de reconnaissance, étrange et profonde, pour cette vérité enfin dite, pour cette place qu'elle avait toujours cherchée sans savoir qu'elle lui avait été volée. « Ce n'est pas facile pour moi non plus, » dit-elle d'une voix basse. « Je suis restée toute ma vie sans comprendre d'où je venais, et maintenant que je sais, je ne sais plus ce que je dois faire, ni ce que je ressens pour vous. » Élise releva la tête. Son regard était intense, mais paisible. « Tu n'as pas à ressentir quoi que ce soit, car je n'attends ni pardon ni affection. Je veux seulement que tu saches que je t'ai reconnu, pas aujourd'hui, mais depuis ce premier jour dans l'ascenseur, il y avait quelque chose en toi, et je l'ai ressenti. » Camille ferme, submergée. Elle se sentit envahie par une chaleur, mélange de tristesse, d'apaisement. Elle retourna s'asseoir, garda le silence. Élise tendit alors la main d'un geste lent, hésitant. Camille la prit. « Je suis vieille, dit-elle. Je n'ai plus beaucoup de temps. Mais ce qu'il me reste, je veux le passer à réparer ce que je peux. Et toi, Camille, tu es la dernière chose que Claire m'a laissée, même si elle ne l'a jamais su. » Camille hocha la tête. Elle sentit que les mots devenaient inutiles, qu'il fallait juste laisser ce moment exister. Elles restèrent là, main dans la main, longtemps. Puis Élise retira lentement la sienne, se leva avec effort et quitta la pièce sans un mot, laissant Camille seule au milieu des papiers éparpillés. Le lendemain, quand Camille se présenta au 6e étage, la porte était entr'ouverte. Elle entra, appela doucement, n'obtint aucune réponse. Le salon était vide, les lumières éteintes. Elle parcourut les pièces avec appréhension, son pas résonnant étrangement dans le silence. Elle trouva enfin Élise dans la chambre du fond, absente. Le lit était fait, la pièce parfaitement rangée. Seule une enveloppe blanche reposait sur la table de chevet, posée avec soin, portant son prénom. Camille la prit, le cœur battant, et la lut. Dans cette lettre, Élise reprenait tout. Elle y confessait ses erreurs, sa solitude, son amour silencieux pour Claire, son regret éternel.
Mais surtout, elle écrivait « Tu es ma seule héritière, pas à cause du sang, mais à cause de ce que tu portes. Tu es faite de la même force, de la même lumière. Ce que Claire aurait voulu pour toi, je veux te l'offrir maintenant, parce que je te reconnais, parce que je t'aime. » Camille resta immobile, la lettre entre les mains. Et dans ce silence épais, une page venait de se tourner. Mais une autre, encore plus inattendue, s'apprêtait à s'ouvrir. Le papier était légèrement parfumé, comme tout ce qui sortait de l'univers d'Élise Morel. Camille s'assit au bord du lit vide, la lettre dans les mains, son cœur battant à un rythme désordonné. La chambre silencieuse et ordonnée semblait vide d'air. Il n'y avait pas de valise, pas de bruit dans les autres pièces. Élise était partie, mais elle n'avait pas fui. Tout dans la mise en scène indiquait un départ préparé, volontaire, mais discret. Le genre d'éloignement qui précède une transformation, et non une disparition. Elle ouvrit la lettre lentement. L'écriture était fluide, maîtrisée, presque calligraphiée, comme si chaque mot avait été pesé, pensé, retenu, puis finalement lâché. Ma chère Camille, il m'a fallu toute une vie pour apprendre à reconnaître mes erreurs. Mais il m'a fallu te rencontrer pour oser les admettre. Je n'ai jamais été une femme tendre, ni une mère exemplaire. Mon cœur a toujours été guidé par l'idée du devoir, de l'ordre, du contrôle. Et dans cette illusion de maîtrise, j'ai détruit l'essentiel. Claire m'a échappé, non pas parce qu'elle était rebelle, mais parce qu'elle était vivante, libre, et que je ne savais pas aimer cette liberté. Quand elle est partie, j'ai cru que le silence suffirait à apaiser ma douleur. Je me suis enfermé dans cet immeuble comme dans un mausolée, croyant qu'en me retirant du monde, je pourrais effacer mes fautes. Mais rien ne s'efface vraiment. Le passé est une rivière souterraine qui finit toujours par refaire surface. Puis tu es arrivé. Je t'ai vu dans cet ascenseur, et sans comprendre pourquoi, j'ai senti un frisson dans mon dos. Tu m'as tendu la main sans me connaître, sans demander. Tu m'as regardé sans jugement, et j'ai su. Je ne savais pas encore que tu étais le fruit de Claire, mais mon cœur, lui, avait déjà compris. Je t'écris cette lettre pour te confirmer ce que nous savons maintenant toutes deux. Tu es ma petite fille, tu es le prolongement de Claire, et tu es aussi toi, Camille. Une femme digne, douce, forte. Une femme que j'aurais aimé connaître plus tôt. Peut-être que, si j'avais su t'aimer plus jeune, j'aurais su aimer Claire mieux. Mais la vie a ses chemins étranges, et tu es revenue d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Pas pour me punir, pas pour me défier, mais simplement pour être. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je le sens. Mon corps me parle chaque jour avec plus d'insistance. Et avant que ce corps ne me trahisse tout à fait, je veux poser un geste, te reconnaître officiellement, te nommer comme mon héritière. Non pas parce que tu portes mon sang, même si cela compte, mais parce que tu es, dans ton âme, la seule personne qui ait su me regarder sans détour. Tout ce que je possède, ce bâtiment, mes biens, mes actions restantes, ma part dans ce monde que j'ai longtemps cherché à dominer, je te le laisse. Non comme un fardeau, mais comme une clé. Fais-en ce que tu veux. Vends tout et pars loin, si c'est ton désir. Garde cette maison et transforme-la. Oublie-moi, si c'est plus facile. Ou souviens-toi de moi, si tu en trouves du sens. Je n'ai pas préparé de cérémonie ni de théâtre légal. Tout est prêt. Mon avocat, Maître Giroux, t'expliquera les modalités. Tu n'auras pas à lutter, pas à justifier ta place. Elle est à toi, naturellement, définitivement. Je ne sais pas si nous aurons d'autres jours ensemble. Peut-être que je partirai demain, peut-être dans un mois, mais sache que ces dernières semaines, à tes côtés, ont été les plus vraies de ma vie. Grâce à toi, j'ai cessé de regretter et commencé à pardonner. Et cela, aucun testament ne pourra l'exprimer. Avec toute ma tendresse retrouvée, Élise. Camille ne pleura pas immédiatement. Elle resta là, les yeux posés sur les dernières lignes, le souffle suspendu. Cette lettre n'était pas seulement un aveu, c'était une transmission, un geste d'amour enfin accompli, un cadeau, mais aussi un poids. Être héritière d'une histoire si chargée, si pleine de silence, de ruptures et de deuil, n'avait rien de léger. Elle se leva, prit la lettre avec elle et descendit jusqu'à son appartement. Une fois à l'intérieur, elle s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur et commença à rechercher des informations sur Maître Giroux. L'homme était bien connu dans les cercles juridiques parisiens, un notaire spécialisé dans la gestion des patrimoines anciens, discret,
et redoutablement rigoureux. Elle envoya un message via son formulaire de contact, sans entrer dans les détails, mais en mentionnant son nom, l'immeuble et la lettre qu'elle venait de recevoir. La réponse arriva moins d'1 heure plus tard. Le notaire lui proposait un rendez-vous pour le lendemain matin dans son étude près du parc Monceau. Il précisait que tout avait été anticipé par sa cliente et que le testament d'Élise avait déjà été mis à jour. Camille accepta, la gorge nouée. Le soir venu, elle resta éveillée dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Les mots d'Élise résonnaient encore dans son esprit, entre les lignes de ce qui n'avait pas été dit. Elle repensait à Claire, à son père, à ses années d'enfance passées dans un flou affectif qu'elle ne comprenait qu'aujourd'hui. Et maintenant, elle était à l'aube d'une autre vie. Héritière, gardienne, peut-être même bâtisseuse. Le lendemain, elle se présenta à l'étude du notaire. Il la reçut dans un bureau vaste, aux murs couverts de bibliothèques. Il était calme, professionnel, mais d'une courtoisie sincère. Il lui expliqua que tout avait été réglé légalement, que les biens d'Élise lui revenaient sans contestation, que les documents officiels seraient publiés dans les semaines à venir. Mais à peine Camille eut-elle quitté l'étude que les premières complications surgirent. Des appels anonymes, des messages à sa porte, des voisins qui la dévisageaient autrement. Des mots murmurés dans l'ascenseur. Puis un journaliste du quartier apparut un matin à sa porte, brandissant une photo d'elle avec Élise, prise sans son consentement. La rumeur s'était répandue. Une jeune inconnue qui hérite d'une fortune silencieuse. Une grand-mère aristocrate. Une disparition soudaine. Tout y était pour exciter les spéculations. Camille, qui n'avait jamais cherché à briller, se retrouva propulsée au cœur d'une tempête qu'elle n'avait pas déclenchée. Elle comprit vite que l'argent et la reconnaissance venaient avec un prix, et que ce prix allait bientôt se faire sentir, bien au-delà des murs du vieil immeuble. Mais elle se rappela alors les derniers mots d'Élise. « Fais-en ce que tu veux ». Et elle sut qu'un choix devait s'imposer, non pas par obligation, mais par fidélité à ce lien, enfin réparé. Dès les premiers jours suivant la lecture de la lettre d'Élise et sa rencontre avec le notaire, Camille sentit le poids d'un monde auquel elle n'avait jamais appartenu s'abattre sur elle avec une force inattendue. Ce qui, jusque-là, avait été une révélation intime, une histoire de sang et de mémoire, devint rapidement un sujet de conversation dans les couloirs, un murmure mal contenu derrière les portes closes, un objet de curiosité insatiable pour ceux qui l'avaient toujours ignoré. Le vieil immeuble, si silencieux depuis son arrivée, s'anima soudain d'une énergie nouvelle, mais pas bienveillante. Une tension sourde y régnait, comme si l'air lui-même portait des soupçons. Les premiers regards lourds vinrent des voisins du 4e étage, un couple discret qui ne l'avait jamais salué auparavant. Ils la croisèrent dans l'escalier avec une politesse figée, mais Camille sentit la réticence dans leurs yeux. Plus bas, au 2e étage, une locataire âgée, connue pour sa langue bien pendue, la dévisagea avec une intensité presque inquisitrice. Elle entendit même, en passant près de la boîte aux lettres, un fragment de conversation étouffé. Elle dit que c'était sa grand-mère, mais on ne l'a jamais vue avant. Et puis, une fille de nulle part, qui hérite de tout, ça cache quelque chose. Mais ce n'étaient pas seulement les résidents de l'immeuble qui s'étaient éveillés à sa présence. Très vite, des lettres anonymes commencèrent à apparaître sous sa porte. Des messages courts, griffonnés sur du papier bon marché, souvent sans signature. « Tu n'as rien fait pour mériter ça. Le sang ne suffit pas. » Ou encore « Tu ne sais pas ce que tu es en train de voler. » Camille les jetait sans y répondre, mais chacun d'eux creusait en elle une angoisse nouvelle, une certitude qu'elle marchait sur un fil tendu au-dessus d'un vide hostile. Puis vinrent les sollicitations des médias. Un petit article dans une revue locale fut relayé par un blog parisien spécialisé dans les histoires insolites. Le titre était sensationnaliste. « Héritière surprise, la mystérieuse petite fille d'Élise Morel sort de l'ombre. » À partir de là, les appels se multiplièrent. Des journalistes cherchèrent à l'interviewer, à reconstituer son passé, à trouver des failles dans son récit. Certains insinuaient qu'elle avait manipulé une vieille femme vulnérable, d'autres qu'elle avait été préparée en secret à prendre la relève d'un empire oublié. Mais le plus douloureux fut la soudaine apparition de prétendus membres de la famille Morel. Des cousins éloignés, des nièces oubliées, des oncles distants, tous surgis de l'ombre, tous armés de questions et de doutes. Certains cherchèrent la confrontation, d'autres se présentaient avec une fausse bienveillance,
espérant obtenir des informations, ou mieux, une part de ce qu'ils considéraient comme leur héritage légitime. Camille les écoutait, souvent en silence. Elle ne tentait pas de se justifier. Elle savait que la vérité, aussi pure soit-elle, n'était pas une monnaie d'échange efficace face à l'envie et à l'amertume. Elle gardait près d'elle la lettre d'Élise comme un talisman. Chaque mot y était une encre de certitude, un ancrage dans le tumulte. Maître Giroux, fidèle à sa réputation, s'occupa de toutes les formalités avec une rigueur inattaquable. Il protégea les volontés d'Élise avec la précision d'un chirurgien, refusant toute contestation, chaque document ayant été signé et enregistré avec soin. Mais même lui ne pouvait empêcher la rumeur, la jalousie, la suspicion. Il avertit Camille que les mois à venir seraient difficiles, qu'elle ferait l'objet d'enquêtes, que les héritiers déçus n'hésiteraient pas à fouiller dans son passé, à questionner chaque décision prise par Élise avant sa mort. Dans cette période troublée, Camille trouva un réconfort inattendu auprès de Luc, un jeune concierge remplaçant, discret mais observateur, qui avait été engagé temporairement après le départ à la retraite du gardien précédent. Il n'avait jamais cru au commérage. Il s'intéressait aux gens pour ce qu'ils faisaient, non pour ce que les autres disaient d'eux. Il l'écoutait sans juger, lui offrait parfois un café partagé sur les marches de service, parlait d'art, de musique, de livres. Avec lui, elle retrouvait un semblant de normalité. Quelqu'un qui ne la regardait pas comme une héritière, mais comme Camille, tout simplement. Mais malgré ces instants de répit, le poids des attentes ne cessait d'augmenter. Elle devait décider quoi faire de l'héritage. Le notaire lui avait fourni un inventaire complet, plusieurs appartements à Paris, une maison en Normandie, des comptes bancaires, des investissements dans des sociétés anciennes. Et bien sûr, l'immeuble, celui dans lequel elle vivait et dont elle devenait désormais l'unique propriétaire. Elle visita chaque bien accompagné de Giroux. Certains étaient magnifiques mais impersonnels, d'autres délabrés. Rien ne l'émeut autant que ce vieil immeuble du 7e arrondissement. C'était là que tout avait commencé. Là qu'Élise avait vieilli, aimé, regretté, transmis. Là qu'elle-même avait été révélée à son propre passé. Elle savait, sans encore l'admettre pleinement, que c'était là qu'elle voulait construire quelque chose. Mais les voix autour d'elle ne se taisaient pas. Elle devrait tout vendre. Elle n'a aucune compétence pour gérer un patrimoine pareil. Elle va dilapider l'héritage. Elle n'a aucune légitimité. Même des voisins bienveillants commençaient à lui poser des questions, sous couvert de curiosité. « Tu vas rester ici? Tu comptes faire des travaux? Tu comptes vivre comme une rentière ?» Camille savait qu'aucune réponse ne satisferait tout le monde. Et peut-être qu'elle n'avait pas à les satisfaire. Elle n'était pas devenue cette femme pour plaire aux attentes des autres, mais elle avait besoin d'un acte fort, d'un choix visible, d'un geste clair. Alors elle monta au dernier étage, dans l'appartement vide d'Élise. Elle ouvrit les fenêtres, laissa entrer l'air. Elle marcha dans les pièces, toucha les murs, et elle se dit que ce lieu ne devait pas devenir un mausolée. Elle descendit ensuite au rez-de-chaussée, entra dans le vieux local commercial abandonné, situé à droite de l'entrée principale. Une ancienne boutique aux volets clos depuis des années. Elle en fit le tour, observa la vitrine poussiéreuse, les carreaux fissurés. Et là, au milieu de la poussière et du silence, une idée s'imposa à elle. Non pas une fuite, ni une vengeance, mais une renaissance, une manière de rendre justice. À Claire, à Élise, à elle-même. Et cette idée, elle allait la concrétiser. Malgré les regards, malgré les doutes, malgré les murmures. Parce que cette fois, c'était à elle de choisir le sens à donner à cette histoire. Une semaine s'était écoulée depuis que Camille avait pris la décision silencieuse mais ferme de transformer le local du rez-de-chaussée en quelque chose de nouveau. Elle n'en avait encore parlé à personne, pas même à Maître Giroux, ni à Luc, ni à ses rares interlocuteurs dans l'immeuble. Elle avait simplement commencé à s'y rendre chaque jour, à balayer, à aérer, à enlever les vieux meubles, les objets abandonnés, les traces d'un passé commercial sans nom ni activité. Elle le faisait seule, méthodiquement, comme un rituel. Ce n'était pas un caprice, c'était une reconstruction, et dans chaque geste, elle réinventait son droit à être là, dans ce lieu, dans cette vie. Mais pendant qu'elle déblayait la poussière de la boutique, d'autres remuaient celle du passé d'Élise. La rumeur avait enflé, se propageant au-delà des murs de l'immeuble. Dans les cercles mondains de l'Ouest parisien, on murmurait que la dernière descendante de la lignée Morel était une inconnue venue de nulle part,
une fille sans titre, sans fortune propre, sans parcours prestigieux. Certains anciens associés d'Élise, certains amis de la famille, commencèrent à appeler Maître Giroux, à exiger des explications. D'autres laissèrent entendre, avec plus ou moins de discrétion, qu'une action en contestation du testament serait envisagée. Maître Giroux, d'un calme absolu, maintenait la ligne. Tous les documents étaient en ordre, les signatures, les vidéos, les traces écrites, les enregistrements, tout confirmait la volonté d'Élise. Mais dans les sphères où le nom vaut plus que la vérité, cela ne suffisait pas toujours. Puis un matin, alors qu'elle revenait du marché, Camille trouva une nouvelle lettre dans sa boîte. Elle reconnut immédiatement l'écriture. Élise. Une écriture légèrement tremblante, mais intacte. Elle la lut sur place. « Camille, tu ne dois pas te battre seule. Ce que je te laisse n'est pas un fardeau à porter en silence, mais une parole à prononcer. Je vois ce que les autres disent. Je vois ce qu'ils murmurent. Et je n'accepte pas que ton nom soit sali pour ce que j'ai choisi. C'est pourquoi j'ai décidé de parler. Publiquement. Devant eux, devant tous. Sois présente demain à 10h. Dans le hall. Avec moi. » Élise. Camille resta figée un long moment, l'enveloppe encore entre les doigts. Elle relut la lettre, puis elle monta chez elle, la gorge nouée. Elle ne savait pas ce qu'Élise préparait. Elle savait seulement que ce serait définitif. Le lendemain, à 9h50, elle descendit. Le hall de l'immeuble avait été dégagé. Quelques chaises avaient été installées. Une petite estrade improvisée avait été placée près de l'entrée. À l'extérieur, 2 journalistes attendaient, ainsi qu'un photographe. Luc, en uniforme de concierge, avait nettoyé le sol avec soin. Plusieurs habitants du bâtiment étaient déjà présents, certains debout dans un coin, d'autres assis, les bras croisés. Il y avait aussi des visages inconnus, des curieux, des membres du passé. À 10h précises, Élise apparut. Elle avançait lentement, soutenue par une canne fine. Elle portait un tailleur noir, sobre, et un foulard blanc autour du cou. Malgré son âge, elle dégageait une autorité que personne n'osa contester. Tous se turent dès qu'elle franchit la porte du hall. Elle monta lentement les 2 marches menant à l'estrade, s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, puis se tourna vers l'assemblée. « Mesdames, messieurs, je vous remercie d'être venus. Ce n'est pas une cérémonie, ce n'est pas une convocation judiciaire. C'est un acte de parole, parce que le silence a été, trop longtemps, mon seul langage. » Elle marqua une pause. Le silence était total. Même les enfants du premier étage, souvent bruyants, semblèrent s'être figés derrière leurs fenêtres. Vous me connaissez depuis longtemps, certains depuis des décennies. J'ai été votre propriétaire, votre voisine, parfois votre protectrice, parfois votre ennemie. J'ai dirigé, j'ai imposé, j'ai souvent été distante. C'était mon choix. Ou plutôt, c'était ma défense. Un murmure discret traversa l'assemblée. Élise poursuivit, imperturbable. « Vous avez tous entendu ce qui se dit ces derniers temps. Une jeune femme que vous ne connaissiez pas serait venue profiter de ma faiblesse. Elle aurait hérité de mes biens sans légitimité. Elle aurait trahi ma confiance. Certains ont murmuré, d'autres ont menti, d'autres encore ont cru. » Elle se tourna vers Camille, qui se tenait sur le côté, droite, muette. « Voici Camille Moreau. Elle est ma petite fille, la fille de Claire, que j'ai perdue il y a bien longtemps, et que je n'ai jamais su retrouver. Claire a vécu loin de moi, mais son sang, sa lumière, sa vérité ont survécu en Camille. Elle est arrivée ici sans rien demander. Elle m'a tendu la main sans savoir qui j'étais. Et dans ce geste, elle a réveillé une part de moi que je croyais morte. » Camille sentit un frisson dans sa colonne. Les regards autour d'elle changeaient. Certains s'adoucissaient, d'autres restaient fermés. Mais tous écoutaient. J'ai décidé, librement, de faire d'elle mon héritière. Non pour réparer une faute, mais pour reconnaître une évidence. Elle ne porte pas mon nom, elle ne porte pas mes habitudes, mais elle porte ce que j'ai toujours voulu transmettre, la capacité d'aimer sans calcul. Un silence prolongé suivit cette déclaration. Ce bâtiment lui appartient désormais, mais plus encore, il lui revient de décider ce qu'elle en fera, et je lui fais confiance, parce qu'en elle, j'ai vu ce que je n'ai jamais réussi à devenir moi-même. Elle s'arrêta, inspira profondément, puis conclut « Il est temps pour moi de me retirer, mais je pars en paix, parce que j'ai enfin parlé. » Elle descendit lentement de l'estrade. Un moment suspendu suivit, sans applaudissements, sans cris.
Juste un silence respectueux. Puis Élise s'éloigna accompagnée de Luc, disparaissant dans l'ascenseur, sans se retourner. Camille resta là, immobile, le cœur lourd mais apaisé. Elle savait que les doutes ne disparaîtraient pas tous. Mais la vérité, cette fois, avait été dite, officiellement, publiquement, sans artifice, et désormais c'était à elle d'écrire la suite. Les semaines qui suivirent la déclaration publique d'Élise furent étrangement calmes, comme si le silence, cette fois, avait changé de nature. Il ne s'agissait plus du silence du soupçon ou de l'incompréhension, mais d'un silence chargé de respect, d'acceptation, de résignation parfois. Les voisins, autrefois distants ou critiques, commencèrent à saluer Camille lorsqu'ils la croisaient dans l'escalier. Certains même lui adressaient quelques mots. Une voisine du 3e étage lui apporta un pot de confiture fait maison en disant simplement « Pour la boutique, si un jour elle ouvre ». Un père de famille lui proposa de l'aide pour les travaux. Le concierge, Luc, ne quittait plus l'immeuble. Il semblait avoir trouvé là plus qu'un emploi temporaire, mais un rôle à part entière, discret et solide. Camille, de son côté, n'avait pas modifié ses habitudes. Elle se levait tôt, descendait chaque matin au rez-de-chaussée et travaillait sans relâche dans l'ancien local commercial. Ce lieu, qu'elle avait d'abord observé comme une coquille vide, se transformait peu à peu entre ses mains. Elle avait décidé, sans l'ombre d'un doute, d'en faire une pâtisserie. Pas une boutique de luxe inaccessible, mais un lieu de chaleur et de lien. Elle voulait que les habitants du quartier puissent y entrer comme on entre dans une cuisine amie. Elle voulait que ceux qui passaient dans la rue sentent le parfum du sucre et de la vanille, celui des brioches et des tartes aux fruits. Elle investit une partie de l'héritage dans la rénovation des lieux. Pas dans le faste, dans la fonctionnalité, dans la qualité, dans la durabilité. Les murs furent repeints dans des tons doux, les étagères fabriquées sur mesure par un artisan local, les fourneaux choisis avec soin. Le sol fut entièrement refait, les vitres changées, et sur la devanture, elle fit apposer une enseigne simple peinte à la main. Claire et Camille, pâtisserie solidaire. Ce nom, elle ne l'avait pas choisi pour provoquer l'émotion, mais pour honorer. Claire, sa mère inconnue, absente mais aimée. Camille, la fille qui avait cherché, trouvé, compris. Le mot solidaire n'était pas là pour faire joli. Il traduisait un projet profond. Car dès le début, Camille décida que cette pâtisserie ne serait pas seulement un commerce. Ce serait un lieu d'accueil, d'apprentissage et de transmission. Elle contacta des associations locales, proposa d'embaucher à temps partiel des femmes en situation de précarité, des jeunes en réinsertion, des personnes âgées isolées. Elle créa un programme d'ateliers gratuits pour enfants le mercredi, où l'on apprendrait à faire des madeleines, des biscuits, des petits gâteaux à offrir. Elle fit installer une grande table commune au fond du salon, pour que les gens puissent s'y asseoir, parler, lire, ou simplement boire un café sans être pressés de partir. Au début, les habitués du quartier vinrent par curiosité, puis ils revinrent par goût. Les pâtisseries de Camille n'étaient pas seulement bonnes. Elles racontaient quelque chose. Chaque gâteau portait un nom lié à son histoire. Le jardin caché, une tarte aux pommes et romarin inspirée des souvenirs du jardin de l'immeuble. La lettre oubliée, une brioche fourrée aux amandes et à la fleur d'oranger. L'éclair Élise, un hommage discret à la femme qui avait tout rendu possible. Les clients commencèrent à affluer, pas en masse, mais avec constance. Des habitués, des passants, des touristes qui entendaient parler de ce lieu singulier. Les médias, un temps critiques, se rétractèrent peu à peu. Un article dans un journal gastronomique parla de « la pâtisserie la plus humaine de Paris ». Un autre, dans un hebdomadaire national, titra « De l'héritage à l'engagement ». Comment une inconnue a redonné vie à un immeuble oublié. Camille, elle, restait égale à elle-même. Elle ne chercha pas la reconnaissance. Elle travaillait tôt le matin, fermait tard le soir, mais elle rayonnait d'une lumière nouvelle. Une lumière douce, ancrée, sereine. Elle savait enfin qui elle était, d'où elle venait, et ce qu'elle voulait offrir. Élise, désormais très affaiblie, descendait parfois. Toujours soutenue par Luc, elle s'asseyait à une table près de la vitrine et observait le va-et-vient avec un regard mêlé de fierté et de mélancolie. Camille lui apportait une part de gâteau, un thé léger. Elle parlait peu, mais leur silence, cette fois, était celui de la paix. Un jour, Élise demanda à Camille de l'aider à monter au dernier étage. Elle voulait revoir l'appartement une dernière fois. Camille accepta. Elles montèrent lentement,
prirent le temps. Une fois dans le salon, Élise s'assit, regarda autour d'elle, soupira. « J'ai passé ici toute ma vie, dit-elle, mais ce n'est que depuis que tu es là que j'ai eu l'impression de la vivre vraiment. » Camille posa sa main sur la sienne. Aucune réponse ne semblait nécessaire. Quelques jours plus tard, Élise s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Les obsèques furent simples, à son image des derniers mois. Camille refusa toute couverture médiatique. Seuls les proches, les voisins, les nouveaux amis de la pâtisserie étaient présents. Luc prit la parole pour lire un texte écrit par Élise, où elle parlait du pardon, de la mémoire et du droit de changer. Camille continua son projet. Elle fit graver une plaque discrète sur la façade du bâtiment, en mémoire de Claire et Élise, pour que jamais le silence ne triomphe sur la vérité. Et les années passèrent, la pâtisserie devint un point de repère dans le quartier, une adresse recommandée, un lieu où l'on allait pour bien plus qu'un café ou un gâteau. Camille y forma des apprentis, accompagna des projets, organisa des lectures, des expositions. Elle fit restaurer entièrement le jardin intérieur, l'ouvrit au public certains jours de la semaine. Il devint un havre de paix. Et parfois, le soir, quand elle fermait boutique, elle restait seule, un instant, les mains sur le comptoir, le regard tourné vers la porte vitrée. Elle pensait à Claire, à Élise, à son père, à cette vie improbable qu'elle avait embrassée sans la chercher. Et elle souriait, car elle savait que tout avait commencé dans un ascenseur, par un geste simple, et qu'à partir de ce geste, elle avait tout reconstruit, sans bruit, sans gloire, mais avec vérité. Et c'était tout ce qui comptait.